Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue à vous toutes et tous dans ce lieu de parole. Le micro d'Europe 1 vous est ouvert pendant 2 heures de direct et vous pouvez venir y confier vos questionnements et vos doutes, vos histoires de vie et vos émotions. Car l'anesthésie émotionnelle ne nous fait pas du bien et il n'est pas question de passer outre les émotions et de s'obstiner à les gérer comme pour mieux les éradiquer. C'est quoi gérer ces émotions, expression que l'on entend partout aujourd'hui? Ce n'est pas s'en priver ou les mettre dans un placard pour ne pas en être dérangé. L'idée n'est pas d'atteindre une régulation affective qui permettrait de tout atténuer et de n'éprouver que des émotions raisonnables en toutes circonstances. Certaines d'entre elles réclament justement un ressenti profond, intense et parfois à la limite du supportable. Lorsque l'on perd un être cher, par exemple, il est sain de ressentir très fortement ce terrible événement. Il s'agit de choisir le moment, le lieu et les personnes de confiance avec lesquelles on peut exprimer très fortement les émotions que l'on éprouve. Et connaître ces émotions, les accueillir, comprendre celles des autres, ce n'est pas inné, cela doit s'acquérir et s'apprendre. Et la bonne nouvelle est que nous ne cessons jamais d'apprendre tout au long de notre vie. Ici aussi, la Libre Antenne vous propose un lieu d'apprentissage et d'écoute. Corentin et Quentin reçoivent vos appels au 39 21 et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 précédé du mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un message privé sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end. On vous rappellera. Et puis j'en profite pour vous dire que ce week-end, c'est le SIDAction. Vous pouvez faire un don au 110 ou sur le site sidaction.org. Et puis n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez en parler, 39 21, si vous avez des proches ou êtes vous-même atteint de la maladie. Allez, 39 21, je vous écoute et je vous réponds. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci, je vous remercie tout d'abord de prendre mon appel. Voilà, je vous appelais parce que je connais aujourd'hui une déception amoureuse. Alors, je vais essayer de vous résumer un petit peu la situation. Oui. J'ai connu quelqu'un il y a 1 an et demi. Tout se passait bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début de notre relation, si vous voulez, le premier soir, je suis pas quelqu'un qui couche comme ça le premier soir et on venait de se connaître, donc j'étais un petit peu pas réticente, mais un petit peu oui, j'étais pas bien sûre de moi, donc je me laissais pas trop faire. Et en fait, c'est ce qui aurait bloqué mon compagnon. Et depuis ce jour-là, si vous voulez, on n'a pas eu de relation sexuelle. Mais vous voulez dire que c'est lui qui vous a dit que vous l'aviez bloqué parce que vous n'aviez pas accepté le premier soir ? Voilà, c'est ça. Donc vous portez toute la responsabilité, voire la culpabilité. Ouais, c'est ça. Alors, si vous voulez, donc, je veux dire, sinon, on s'entendait bien, il n'y a jamais eu de querelle, il n'y a jamais eu de choses particulières. Mais moi, au fil du temps, en apprenant à le connaître, en apprenant à être bien avec lui, parce que je me suis dit, peut-être il a un souci, il a besoin d'être rassuré, donc... j'ai pris sur moi, je le rassurais, je lui disais que je le tenais à lui, etc. Mais chaque fois, au moment où on était en intimité, au moment où chaque fois, plus ou moins, il me repoussait, oui, parce qu'à la fin, je le prenais comme ça, en me disant qu'il pouvait pas parce qu'il était bloqué.
Et donc, il y a une dizaine de jours, je suis sortie au restaurant avec une amie. Je suis sortie manger le soir avec une amie. Et puis là-dessus, il a pris le prétexte. Il m'a laissé 2 jours quand même en attente sans me donner de nouvelles ni rien du tout. J'ai essayé de l'appeler pour savoir ce qui arrivait, mais il répondait pas à son téléphone. Et au bout de 2 jours, à force d'insister, là, il m'a répondu que c'était fini, que de toute façon, on n'était pas compatibles et que ça pouvait pas le faire. Voilà, il m'a dit ça par téléphone. On sait même pas, j'ai pas eu d'explication tête à tête, ni rien du tout, quoi. Qu'est-ce qu'il entendait par pas compatible à cause de la vie intime? C'est ça. En étant resté 18 mois sans avoir, lui, de son côté, ce que je comprends, essayé, en tout cas fait des tentatives. Il y avait rien. C'est ça. En sachant, voilà, je suis pas quelqu'un, je veux dire, je me laisse pas aller. Je suis toujours coquette, toujours entreprenante, toujours active, toujours. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'aussi on avait peut-être une vie différente? Parce que c'est vrai que, voilà, professionnellement, j'ai une vie assez chargée. Lui a beaucoup de vacances par rapport à sa situation professionnelle. Est-ce que ça aussi, ça a impacté? Mais bon, je pense pas, quoi. Je pense pas. Et pendant 1 an et demi, et quand vous, je sais pas, vous câliniez, vous aviez des moments un peu de tendresse, ça débouchait pas quand vous dites qu'il était bloqué, vous essayez quelque chose, on avait parlé ou vous évitiez ce genre de situation? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 18 mois? Non, moi au contraire, j'essayais d'être entreprenante, d'aller vers lui. Encore il y a pas longtemps. De vous occuper de lui. Il y a pas longtemps, j'ai encore essayé, comme je lui ai dit, et puis non, rien. Voilà. Au moment où il voyait que moi j'étais vraiment active, etc. Et là, la seule explication qu'il me donnait, je peux pas, je suis bloquée. Donc là, c'est vrai qu'à un moment donné. Et laisser je suis bloquée à cause de toi, enfin c'est ce que je comprends. Et voilà. Il disait pas, je rencontre une difficulté ou. Non, ça il me l'a jamais dit. Il me l'a jamais dit. Donc en fait, il vous rendait responsable de sa situation à lui. Oui. Vous en pensez quoi aujourd'hui, Virginie? Parce que ce que j'entends, c'est que vous êtes un peu meurtrie quand vous me dites, voilà, moi je fais attention à moi, je suis coquette, de dire, mais enfin, je suis quand même une femme désirable. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette histoire? Ouais, voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que tout mon entourage me rassure en me disant, en allant dans ce sens-là, en me disant, écoute, t'as rien à te reprocher, t'as fait ce qu'il fallait, t'es une jolie femme, tu réussis tout et tout professionnellement, donc voilà, t'as pas, il doit sûrement avoir un problème et puis il n'a jamais pu t'en parler et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la solution qu'il a prise, c'est la fuite, quoi, plus qu'autre chose. Plus qu'autre chose. Parce que je lui ai même proposé qu'on se rencontre, qu'on en parle, qu'on pose tout sur la table, mais rien à faire. Et vous l'avez encore? Je l'ai appelé il y a encore 3 jours et j'ai pas de réponse, rien. Et vous, ce genre d'explication donc qui vient de vos échanges avec vos amis, vous prenez ça, vous comprenez, ou qu'est-ce que vous vous dites vous aujourd'hui? Vous avez du mal, j'imagine, si vous appelez ce soir. J'ai du mal parce que je me dis pourquoi moi aussi j'ai accepté cette situation-là. Ah, voilà. Dans un premier temps, je suis quand même une femme et moi aussi j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin qu'on vienne vers moi. Mais je pense savoir pourquoi. Oui. C'est peut-être parce que j'ai peur d'être toute seule et puis je me suis dit ça va venir avec le temps, voilà, ça va s'arranger et puis toujours ça va s'arranger mais bon. J'ai envie d'y croire, donc j'y crois pour deux. Oui. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que quand je donne ma confiance, je suis beaucoup dans l'affectif. Et ça, c'est vrai qu'il y a des fois, beaucoup de fois, c'était... beaucoup de fois, je me suis fait avoir. Et puis... À quoi ça ressemble? Quand vous dites beaucoup de fois, je me suis fait avoir, en quoi cette histoire ressemble à d'autres histoires? C'est-à-dire que...
Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Je veux dire, je donne beaucoup, mais je veux pas dire sans attendre, parce que quoi qu'il en soit, à un moment donné, on attend quand même quelque chose. Mais je suis entière, et quand je donne et quand j'ouvre mon cœur, je veux dire, c'est vraiment sincère, quoi. Est-ce que vous... Oui. Et quand je reçois, on va dire, des claques comme ça, ben ouais, ça me fait mal, quoi. Ça me perturbe et ça me déstabilise, et voilà. Mais oui, j'arrive pas, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre cette situation. Et ce genre de situation, vous l'avez déjà vécu, ou c'est la première fois, où ça ressemble à des choses que vous avez déjà vécues? Si vous voulez, oui, parce que bon, j'ai été mariée, voilà, j'ai aimé mon mari, mais voilà, vraiment, parce que vraiment, mon mari, voilà, c'était mon mari, et bon, il y a eu pas mal de soucis, je me suis, entre guillemets, investie, je lui ai donné beaucoup, je lui ai toujours en espérant, toujours en attendant, toujours en me disant ça va s'arranger, et puis résultat des courses, à la fin, voilà, ça a été la séparation, et voilà, malheureusement, ça m'a fait aussi du mal, et ça m'a laissé une cicatrice, assez importante. Alors peut-être, Virginie, que la répétition de ce genre de, j'ai dit ce genre de scénario, hein, je vais essayer de vous donner le fil rouge qui sous-tend tout ça. Sans doute que cette dernière histoire-là, qui me semble la plus caricaturale de votre scénario, vient vraiment vous donner un message pour vous dire, voilà, vous arrivez au bout du bout d'un scénario qui consiste à prendre toute la responsabilité de la relation. Et donc à tomber sur des individus qui sentent ça, et qui du coup sont d'accord pour vous laisser porter seul cette responsabilité. Et c'est assez pratique, parce que non seulement vous prenez responsabilité, mais du coup vous culpabilisez de fait, puisque vous prenez toute la responsabilité, et que l'autre n'en a plus pendant ce temps-là. Et donc évidemment ça devient de votre faute. Donc, en fait, et quand vous dites toujours en attendant, en investissant, et là, vous arrivez vraiment à une caricature, hein, quasiment, à l'apothéose, si j'ose dire, de ce type de scénario, c'est-à-dire jusqu'à un homme qui vous fait porter l'entière responsabilité de sa propre difficulté, sans prendre, voilà, aucune responsabilité, lui, dans ce qui lui arrive. Donc, vous voyez, le déséquilibre est immense, là. C'est-à-dire qu'on est toujours deux dans une relation, et là vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit finalement tout ça, hein, c'est à cause de toi. Or c'est juste impossible. C'est juste impossible, presque au sens mathématique du terme, quand on est deux êtres humains. Mais vous, en fait, finalement, vous vous retrouvez dans ce genre de situation où vous faites, hein, vous tombez avec des profils de personnalité qui vous demandent de faire un effort pour eux, et vous le faites. Et donc vous signez pour cet effort que vous faites. Donc, je prends l'effort sur moi, je prends la responsabilité, je porte le projet, je m'investis à fond, etc. Et je fais pour deux. Mais l'autre n'est plus là. Et l'autre a beau jeu, après, de vous dire, écoute, non, et il vous met en échec. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est qu'il vous met en échec de façon très cruelle pour vous. Tout à fait. Donc, la question que ça pose, c'est, certes, vous savez donner, vous investir, et c'est tant mieux, hein, c'est une de vos qualités. Et en fait, votre trajet là de maturité, de croissance personnelle, c'est d'apprendre à recevoir. Hein, donner, recevoir, vous apprendre à recevoir. Donc pas attendre, parce que là, c'est pas j'attends je donne dans l'espoir qu'il va me... C'est-à-dire j'attends le retour sur investissement de tout ce que je donne. C'est en fait, je m'investis. Je n'attends pas qu'il s'investisse, mais je m'investis, et l'autre s'investit aussi, et je suis dans une capacité d'ouverture, donc d'accueil. Et je laisse à l'autre prendre sa part aussi de la relation. Oui. Parce qu'il n'a pas pris sa part. Là, dans ce que vous me racontez, l'autre ne prend pas sa part. Et vous prenez toutes les parts. Tout à fait. Tout à fait. Parce que même, vous voyez, même pour organiser, je sais pas, une sortie ou un week-end, l'initiative, c'était toujours moi. Je veux dire, jamais il a pris l'initiative par exemple, de me dire, on va aller au restaurant, on va aller boire un verre. Ça a été toujours moi. Et à la fin, je m'en suis un peu aperçue, et j'ai levé un petit peu le pied en me disant,
chaque fois chaque fois que je vais lui proposer quelque chose, parce que quand je lui proposais une sortie ou quoi que ce soit, il me disait toujours oui. Et puis je lui disais, bah oui, mais par exemple, tu veux voir quoi comme film? On voulait aller au cinéma. Oui, oui, bah on va au cinéma. Je lui demandais, je lui disais, tu vas aller voir quoi comme film? Ben je sais pas. Euh, Donc c'était toujours moi qui prenais par exemple l'initiative du film qu'on allait voir. Mm. Ou toujours moi qui prenais l'initiative du restaurant où on allait manger. Mhm. Mais oui, il a trouvé en vous la personne idéale de quelqu'un qui vous dit en substance, fais un effort pour moi. Donc, sous-entendu, faites tous les efforts pour moi. Et vous, comme vous êtes celle qui sait faire effort, qui sait donner l'effort, bah vous le portez. Évidemment, avec la frustration et la tristesse terrible de bien vous rendre compte que quelque chose est totalement déséquilibré. Oui, tout à fait. Donc c'est une invitation, prenez-le comme ça Virginie, parce que là, dans la situation que vous décrivez avec cet homme, vous ne pouviez absolument rien faire d'autre. Là franchement, enfin, vous savez, quand quelqu'un vous met en échec comme ça, donc il construit pas et qui prend pas sa part, vous pouvez pas tout porter, ça lui appartient, ça lui appartient de vous mettre en échec, ne le prenez pas pour vous. N'en faites pas une affaire personnelle, comme dirait un désaccord Toltec, parce que là, manifestement, tout ça est à lui. Et ça l'a bien arrangé de vous le faire porter jusqu'au bout, parce qu'il a senti que vous le porteriez jusqu'au bout, culpabilité comprise. Et ça lui évite quoi? Ça lui évite, lui, de se remettre en cause. Lui, il peut continuer dans un système de déni total par rapport à lui-même et ses problèmes. Il n'est pas du tout en questionnement. Vous faites le questionnement pour deux. Oui, c'est ça, tout à fait. Et quand je dis, c'est une bonne chose d'une certaine manière ce qui vous arrive, y compris avec l'histoire de votre couple, puisque finalement chaque chose, chaque être qui croise notre route est une bénédiction dans le sens où ce qui nous arrive est là pour nous faire comprendre, pour nous inviter à grandir. C'est une invitation pour vous à dire, ça y est, je commence à prendre conscience de ce qui se joue pour moi. Et ça, je veux plus. Ça, je décide que non. Si vous voulez, je l'avais mis un petit peu en alerte parce que fin janvier, c'était fin janvier, début février, je lui ai parlé pour les vacances. Comme ça, je lui dis pour les vacances là, il faut qu'on regarde ce qu'on fait au mois d'août, voir ce qu'on fait. Et puis là, j'avoue que là, ça m'a refroidi parce que il me dit mais moi pour les vacances je pars avec mon frère au mois d'août. Et là je lui dis mais attends, est-ce que tu m'en as parlé? Est-ce que tu alors il me dit mais non, mais comme en même temps j'ai changé au niveau professionnel, j'ai pris un nouveau poste là au 1er mars. Il me dit comme tu prends ton nouveau poste au 1er mars, j'ai supposé que tu n'avais pas de congé. Je lui dis d'abord, avant de supposer, il fallait peut-être me poser la question, et puis quoi qu'il en soit, quand je vais commencer mon nouvel emploi, je vais demander à prendre au moins 15 jours au mois d'août, ne serait-ce des congés sans solde. Et puis là, il a un petit peu monté en tension en me disant de toute façon, quoi qu'il en soit, moi j'ai prévu de partir 15 jours avec mon frère. Donc c'est comme ça. Quand j'étais pas bien, à une période où j'étais pas bien, c'est la seule personne qui était présente pour moi. Donc ce sera comme ça. Je pars avec mon frère. Tu pars avec tes enfants. Donc j'avoue que là, à partir de là, ça m'a refroidi. Alors c'est intéressant, Virginie, vous dites ça m'a refroidi. Par rapport à lui et par rapport à vous, vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, tu vas te retrouver toute seule et il va falloir que tu réagisses quelque part, quoi. Donc, je m'étais dit, dans ma tête, très bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir mes vacances, je vais pas en parler, mais voilà, mais après réflexion, je me suis dit, c'est quand même une faiblesse, pour moi, cette réflexion, c'est quand même une faiblesse parce que, au lieu de m'avoir fait cette réflexion, j'aurais dû dire non, attends, tu pars avec ton frère, d'accord, mais si tu pars avec ton frère, c'est fini. Je veux dire, soit on avance ensemble,
soit si c'est pour être toute seule. Quoique je lui avais dit quand même, moi il y a des choses, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Donc si c'est pour me retrouver toute seule, voilà, tu réfléchis, mais c'est pas la peine. Mais je sais pas s'il m'a bien entendu, je sais pas s'il a bien. Il veut pas, Virginie. Virginie, c'est comme vous dites, je sais pas s'il m'a bien entendu. Il n'avait rien fait pour vous entendre, de bout en bout. L'intimité, elle dit énormément de choses. L'intimité qui met... dans l'intimité, finalement, on a quoi? On a un condensé, hein. On a l'extrême de la relation sur le plan sexuel. C'est pour ça que la sexualité est si passionnante dans l'histoire d'un couple, parce qu'elle raconte quoi? Elle raconte tout ce qui peut se passer par ailleurs dans l'histoire d'un couple. Et donc là, on est à nu, hein, vraiment dans l'intimité. Et là, vous étiez avec un partenaire qui n'était pas bon partenaire pour le coup, dans le sens où il ne prenait pas sa place, il ne jouait pas son rôle. Et comme il ne le faisait pas, vous, du coup, vous n'étiez plus en respect de vous-même. Vous n'avez pas pu et pas su vous respecter. Alors, l'idée, c'est pas du tout de vous en vouloir, Virginie, parce que si vous partez dans la culpabilité, vous lui donnez ce pouvoir-là qu'il a voulu avoir sur vous. Et si vous partez dans « j'aurais dû, j'aurais pu », il faut juste comprendre, tiens, j'ai à apprendre de me respecter désormais dans la relation, mais je ne suis pas coupable de ne pas m'être respectée. Parce que si vous devenez coupable, alors vous lui avez donné le bâton pour vous faire battre, c'est-à-dire que c'est vous qui finalement lui donnez le pouvoir sur vous. Et l'autre n'a jamais sur nous que le pouvoir qu'on lui donne. Donc si vous lui donnez, en fait vous donnez beaucoup, tellement Virginie, que vous donnez jusqu'au pouvoir de l'autre de vous blesser, de vous faire mal et de vous décevoir, de tout vous faire globalement. Enfin, évidemment, je vais jusqu'au bout, mais je mets le curseur jusqu'au bout. Mais vous voyez, c'est que jusqu'à ce principe de culpabilité et de responsabilité, je fais tous les efforts jusqu'à finalement me prendre le mur, être un peu maltraitée. C'est ça. C'est ça. Et si vous voulez, les mots qui m'ont vraiment... samedi dernier, quand on a eu la conversation, mais ça a été 10 minutes, parce que voilà, il voulait pas plus parler. Donc samedi dernier, là, je lui ai ressorti l'histoire des vacances. Je lui ai dit, maintenant que tu es dans les reproches, je vais t'en faire une. Quand tu m'as annoncé que tu voulais partir avec ton frère pour les vacances, que tu avais prévu tes vacances de ton côté tout seul, là, franchement, tu m'as blessée. Et là, il a su, il a su me toucher avec quelque chose qu'il faut vraiment pas toucher chez moi, c'est mes enfants. Et là, il m'a dit, et ça m'a marqué. Et là, il m'a dit, l'année dernière, je suis partie une semaine avec toi et tes enfants m'ont adressé 3 ou 4 mots. Ils sont très polis, certes, mais je préfère partir à la montagne avec mon vélo qu'avec des gens polis. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, là, c'est les mots qu'il fallait pas dire et c'était ce qu'il fallait pas toucher. Donc, je pense que voilà, ça s'arrête là. On n'a plus rien à se dire et puis je te souhaite une bonne soirée. Mais là, ça m'a touchée, là. Parce qu'il a il a dit que vos enfants finalement avaient pas été assez gentils entre guillemets avec lui. Gentils, je veux dire, ils sont déjà adolescents, mais je veux dire, c'est des enfants. Même mon entourage et tout le monde me le dit, ils sont adorables. Je veux dire, on est parti, il est venu avec nous une semaine en vacances, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu un mot tordu, ils ont pas fait la tête. Ouais, donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que sur le principe, c'est un peu la même chose que ce qu'il vous reproche, c'est finalement, finalement, il dit quoi? Il dit vous ne me convenez pas depuis le début. En fait, Virginie, assez tôt, c'est-à-dire à cet homme, écoute, ce que je comprends, c'est que personne, moi, mes enfants, on ne convient pas. Et donc, au revoir. Et finalement, vous êtes jusqu'au bout. Et ce qui est amer pour vous et dur, c'est que c'est lui qui vous quitte pour dire tu ne me conviens pas, alors qu'il a donné tous les signes beaucoup plus tôt que vous ne lui conveniez pas. Est-ce que vous pourriez éventuellement, si vous voulez fermer la porte de façon constructive pour vous, lui dire, tu sais quoi, merci, parce que j'ai compris grâce à toi qu'effectivement, en fait, je te convenais pas et tu me convenais pas non plus. Vous pouvez poser des mots
là-dessus pour que c'est pas avoir le dernier mot, c'est juste vous pour pouvoir fermer une porte de façon équilibrée, de dire oui finalement voilà ce que vous avez pas su faire pour le coup il a su le faire. Oui, c'est ça. Et tant mieux parce qu'il y avait là rien à avancer. Mais en fait depuis le début c'est le signal qu'il donnait. Et lui aussi, on ne sait pas très bien pourquoi il est resté dans la relation, si ce n'est sans doute pour vous rendre responsable de tous ses manquements à lui, et de façon très castratrice pour vous. Oui, c'est ça. Et de castrer votre désir, finalement. Le désir des vacances, le désir sexuel, le désir d'attache avec les enfants. Enfin, il a atteint tous les désirs. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous sentez si mal, parce que le désir, c'est le moteur. Et que quand on commence à abîmer chez un individu le désir, ça fait mal. C'est ça, tout à fait. Mais vous croyez que je dois le rappeler quand même pour lui dire ça ? Non, pas forcément, ou faire un petit... Mais si vous en sentez le besoin, là je vous dis juste ça pour essayer juste, voilà, pour vous. D'accord. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais pour comprendre que finalement ce qui vous arrive est plutôt un bienfait. D'accord. Et que, heureusement, parce que pour vous, ça met fin à quelque chose qui n'était pas heureux, sur lequel vous vous accrochiez, et ça. Vous avez à comprendre pourquoi je me suis accrochée sans vous culpabiliser. Dans le pourquoi, c'est... Vous voyez, quand on cherche à comprendre ce qui s'est passé pour soi, c'est pas de dire bien mal, c'est pas un carnet de notes, c'est pas j'ai bien fait, j'ai mal fait. Comprendre, c'est prendre avec soi. C'est je prends avec moi le sens que ça a, et du coup, je me connais mieux. Et donc, je découvre que la femme que je suis finalement est donne beaucoup parce qu'elle est très en attente, fait beaucoup d'efforts et ne laisse pas beaucoup de place à l'autre et donc rencontre et croise sa route des êtres qui lui prennent tout parce qu'elle donne tout. Oui, c'est ça. Et donc elle n'est pas en capacité de recevoir et comme par hasard, elle tombe pas sur des personnes qui lui donnent des choses puisqu'elle ne reçoit pas. Il y a un côté un peu à sens unique. Et après, vous vous retrouvez bien sûr en posture de victime à la fin. Dans ce jeu-là. Parce que vos besoins, comme vous ne savez pas les écouter, les faire valoir, l'autre s'en empare et vous les abîme. Donc vous vous retrouvez victime de ça. Oui. Donc c'est vraiment une invitation pour vous de tourner la page de ce scénario qui vous fait mal et qui vous fait penser que vous ne méritez pas. Et là, il faudrait qu'on aille ouvrir la boîte de l'enfance pour voir qu'est-ce que vous n'avez pas mérité, petite fille. Oui. D'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà engagé ou fait un peu un épisode de travail sur vous dans votre vie. Si, oui, parce que lors de ma séparation, j'ai eu beaucoup de mal et puis c'est grâce à mes enfants parce que je devais être là pour eux et que je devais être là, mais en fait, si vous voulez, on va dire, je sais pas si c'est un défaut, une qualité. Je m'occupe toujours des autres. Je suis toujours là pour tout le monde. Oui, c'est ni un défaut ni une qualité, c'est que vous avez besoin d'être aimé. Et donc, c'est ce besoin-là qui n'est pas entendu. Vous êtes toujours là pour les autres parce que vous avez besoin, comme nous tous d'ailleurs, tout à chacun. L'amour, c'est notre carburant quand même le plus essentiel pour vivre. Et que, n'arrivant pas à nourrir ce besoin comme vous voudriez, vous êtes beaucoup, beaucoup là pour les autres en essayant d'obtenir au maximum ce dont vous avez besoin. Alors avec les enfants, j'allais dire, d'une certaine manière, le renvoi d'ascenseur peut être plus là parce que les enfants aiment leurs parents et une maman très présente, elle a des gratifications de sa présence très rapide. Oui, heureusement de ce côté-là. Comme vous dites. Mais après c'est une autre histoire avec les hommes. Et là c'est la petite fille qui est en vous qui doit apprendre à grandir. Et la femme qui doit comprendre qu'elle a besoin d'être aimée, bien sûr, et besoin d'être comblée, de qu'on tienne compte d'elle, qu'on la comble, et de lui donner cette place-là. C'est-à-dire qu'elle a ce droit-là, qui n'est pas un droit narcissique à imposer à l'autre. Attention aux mots qu'on emploie. Quand je dis droit, c'est en termes d'autorisation. Voilà. Oui, et c'est vrai, j'avoue que ça, j'ai jamais eu, quoi. Vous êtes autorisée, d'une certaine manière, Virginie, à être aimée. Et ça, il y a une partie de vous qui ne le sait pas. Il y a une autorisation qui n'est pas donnée à cet endroit-là. Parce que vous devez faire tellement, tellement d'efforts pour être aimée qu'une partie de vous pense que sans tous ces efforts, vraiment, vous n'êtes pas une personne aimable. Oui.
Et puis, la leçon finale, c'est non, je peux pas être aimée pour ce que je suis. Parce que même en faisant tous les efforts de la terre, et encore avec cet homme-là, finalement, je ne suis pas une femme qu'on comble, qu'on célèbre. Hein. Donc, c'est une histoire avec votre féminin, Virginie. Il faut aller... Voilà. Oui, aller creuser. Aller creuser, oui. Le féminin, c'est, vous savez, on dit le masculin, c'est le soleil qui éclaire la terre. Le masculin, c'est la reconnaissance, hein. C'est le soleil dans le ciel qui éclaire la fleur, qui pousse. Mais pour que la fleur pousse, il faut de l'eau, il faut la sève. Et la sève, c'est la terre, c'est Gaïa, c'est le féminin. Oui, et donc c'est cette rencontre du féminin et du masculin qui fait pousser, voilà, et croître cette belle fleur. Et donc bien sûr c'est assez commun au fond, on a voilà une forme de déséquilibre dans ce masculin et féminin, quelquefois avec une histoire de famille, on a ni l'un ni l'autre ou beaucoup de l'un et peu de l'autre et ainsi de suite. Et donc après c'est juste à cet endroit-là de prendre conscience, de dire mais si je veux cultiver mon jardin intérieur, qu'est-ce qui manque, ma Virginie? Il manque l'eau. Oui. Presque plus que le soleil. Alors peut-être aussi un peu de soleil, parce que comme par hasard, elle rencontre des soleils noirs dans ses hommes. Ce soleil noir de Barbara, c'est des soleils noirs que vous rencontrez. C'est pas des soleils d'or, c'est pas des soleils qui chauffent, c'est des soleils qui refroidissent et la plante gèle. Alors non seulement elle n'a pas d'eau, mais en plus elle n'a pas de chaleur. Donc elle en fait des efforts pour se maintenir en vie. Mais ça, ça je veux bien vous croire. Bon. Donc voilà, on fait reset. Enfin, on fait pas reset. On garde. Vous savez toujours ce mantra indien que j'aime beaucoup. Quand on perd pas la leçon. Mais là, il y a une vraie leçon de vie que vous apprenez. Au mi-temps de votre vie, c'est à 49 ans, Virginie. Oui, 49 ans. Voilà, c'est un âge de maturité d'adulte. On apprend et on apprend de quoi? De ses erreurs, justement. Dans la vie, on exprime d'abord qui on n'est pas avant d'arriver à trouver qui on est. Et donc, on commence d'abord par être qui on n'est pas, pour découvrir qui on est, qui on va être. Voilà. Et c'est le trajet. Vous êtes dedans, donc gardez le meilleur de cette histoire, c'est-à-dire ce qui va vous permettre, vous, maintenant, de dire, je tourne la page de ça. Je me regarde autrement. Oui, très bien. Bon chemin à vous, Virginie. Je vous remercie. Oui, merci. Puis je voulais remercier aussi Quentin pour son accueil. Oui. Merci à lui. Beaucoup. Merci. Bonne émission. Équipe. Merci à vous. Bonne émission. Au revoir. Alors, votre témoignage, Virginie, a occasionné un SMS que j'avais envie de lire à l'antenne, que je trouve intéressant, qui dit « Vivre dans le regard de l'autre, le prisme, le jugement d'autrui, n'est-ce pas un problème de dépendance affective? La reconnaissance est certes motrice, mais ne peut être le seul carburant. » Alors, je voudrais juste ajouter à ce SMS que c'est pas être dans la dépendance affective que d'avoir besoin du regard des autres, puisque c'est grâce et par le regard des autres qu'on se construit. On peut pas savoir qui on est tout seul. C'est vraiment le trajet des deux yeux, le trajet de l'autre à soi-même qui nous permet de savoir qui on est dans la vie. Après, tout est une histoire de curseur. Et c'est vrai que parler de dépendance affective, qui est encore un mot de psy un peu trop à la mode, bien sûr qu'on a besoin des autres pour vivre. On n'est pas des êtres isolés. Et la preuve, c'est qu'on souffre tellement de solitude dans notre société d'aujourd'hui. Maintenant, dépendant voudrait dire ne pas savoir être seul, ne pas savoir être seul un instant, avoir toujours besoin que quelqu'un nous dise qui on est. Là, oui, effectivement, on va parler de dépendance. Mais dans le cas de Virginie, qui manque de regard sur elle et de regard qui la comble, qui un soleil qui réchauffe comme un soleil de printemps puis un soleil d'été, ma foi, oui, bien sûr que c'est un carburant essentiel. Voilà, j'avais envie de réagir en direct à ce message que je trouvais fort intéressant. Ça ouvre un débat d'ailleurs et allez-y, bien sûr, on continuera la libre antenne et là pour ça. Bonsoir Myriel. Oui, bonsoir Sophie, bienvenue. Je suis très heureuse de vous avoir. Oui, moi aussi. Parce que je vous dirais que moi, à 72 ans, j'apprends beaucoup avec vous. J'adore ça. Oui, franchement, moi on apprend toute la vie, c'est ça qui est je peux dire que la psychologie, tout ce qui est psychologique, ça... on commence à comprendre je commence à comprendre avec vous à 72 ans. Il n'y a pas d'âge. Oui, j'apprends. J'ai mon père qui était enseignant aussi et il disait toujours « Je suis content parce que chaque jour j'apprends quelque chose. »
Oui. Et je crois que c'est ça, il faut jamais cesser. C'est pas pour ça qu'on tombe dans des dépendances affectives, mais ça arrive. Ça, moi, je dis que ça existe. Hein. Oui. Non, c'est-à-dire que, bon, moi, je me souviens que maintenant, ça fait 50 ans que mon mari et moi sommes ensemble. Je me demande même comment on a pu se supporter l'un l'autre, déjà. Et mais je me souviens que au début de notre union, j'avais du mal à être sans lui. Bon, est-ce que c'est... je sais pas ce que c'est vraiment. Oui, et c'est vrai que quand on est très jeune... Il fallait que je vois, voilà. Bien sûr, quand on est très jeune... il fallait son regard. Voilà. En fait, exactement, on commence en fait à se construire petit à petit, déjà dans le regard de ses parents, puis le regard de l'amour nous construit, tout à fait, et on gagne à chaque fois en autonomie. C'est le principe d'individuation de Jung, hein, qui est un processus naturel de l'être humain et qui se met en route dès le début, on va dire, de la vie adulte et dont on met toute une vie et on n'y aboutit jamais complètement. De l'affection de l'autre, ça quand même, oui, de l'affection. C'est vraiment notre nourriture terrestre. Oui, une dépendance, c'est différent. C'est différent. Voilà. Oui, puis c'est vrai qu'on met des étiquettes partout maintenant, comme dans un supermarché. Ouais. Ouais. Et alors, de quoi vous souhaitiez parler? Oui, voilà, j'ai un gros problème. C'est depuis que je suis née, j'ai un frère plus âgé que moi qui est toujours intervenu dans ma vie, mais toujours. Alors là, ce matin, je l'ai eu au téléphone et depuis ça, je suis déballée. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je suis... Mais à chaque fois, vous savez, il avance, comme je dirais, un prédateur en bord d'une forêt, comme s'il allait m'avaler. Oui. J'ai toujours eu cette impression-là. Ah oui. Et que ça se traduit comment, concrètement? Toujours des colères. Il est toujours en colère. Il a toujours des... Mais il y a une chose, c'est que j'ai été témoin, je pense que aussi loin que la mémoire peut venir, donc c'est peut-être 5 ans, je me souviens que mon père lui coupait les cheveux en le bourrant de coups. Enfin, c'est très affreux ce que je vais dire, mais le crâne, quoi. C'est vraiment. Et lui, il a jamais voulu dire. Il a toujours nié. Il a toujours été dans le déni. Je crois que c'est ça qu'on dit. On a toujours été dans le déni. Et moi, c'est le contraire. J'ai toujours raconté ma vie au psy depuis. C'est depuis une 30aine d'années. Ah oui. Mais ce qu'il y a, c'est que à chaque fois qu'il appelle, j'ai en même temps une envie d'empathie, de dire oh pauvre petit, mon pauvre frère, mon petit frère, et d'un autre, il exagère parce qu'il se permet tout, voilà. Oui, c'est-à-dire vous êtes partagé entre un aspect un peu maternel parce que vous comprenez qu'il est en débordement total et en même temps la petite sœur agacée qu'il ait toujours pris toute la place. Oui, tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'aux yeux de maman, puisque c'était une grande pointure intellectuelle aux études, c'était le fils. D'abord, je l'ai toujours trouvé beau, mais tout jeune, je l'ai trouvé beau. Nous avons des origines méditerranéennes, donc lui, il a pris le côté méditerranéen. Je le trouvais bel homme, mais sans plus. Je le trouvais trop petit. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, pour moi, c'était quelqu'un. Et il m'a vraiment profondément déçue, profondément humiliée même. Il a été très loin. Et il a été marié à une dame il a toujours trahi. Bon, ça les regarde. Mais ce qu'il y a, c'est que après, je suis tombée dans la confidence de sa première femme, alors qu'il connaissait déjà la deuxième. Donc j'ai su des choses que je ne devais pas savoir et qui m'ont mis très mal à l'aise par rapport à lui. Et sa seconde femme a fait le vide autour de lui aussi. Et vous voulez dire que vous aviez confiance d'une certaine manière en lui et que cette confiance a un peu été trahie? Totalement trahie, mais je le sais pertinemment. Oui. Il va m'appeler, il m'agace déjà à l'avance. Je sais qu'il va... Par exemple, il m'a appelé pour avoir des nouvelles de ma santé et en réalité, c'est pour savoir ce que devient mon fils et sa femme parce que on a eu une belle fille dans la famille qui est arrivée il y a 20 ans et qui n'a cessé de mentir, de trahir mon fils déjà, de mentir, de se mettre en accord avec lui, mais contre moi. Oui. Ça a été toute une cabale. Elle a raconté des choses, que je ne vais pas raconter ici parce que c'est pas des choses très intéressantes. Mais j'ai été trahie par les deux en même temps. Elle s'est mise du côté de mon frère contre moi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que
ce que je voulais dire, mais tout, il a toujours été en grande colère, des colères immenses contre tout le monde. On l'a mis là, oui, lors de l'héritage, avant que mon père ne décède. Bon, mon père possédait 2 appartements au soleil, et puis il a exigé d'avoir celui où on était heureux, mon mari et moi, et les enfants en vacances. Il a exigé de l'avoir avant que mon père. Il a fait toute une histoire lors d'un repas. Il m'a mis de côté et il m'a dit voilà, tu signes là, mon notaire est d'accord. Ça a été très loin, très très loin. Ah oui, et vous aviez pas du tout, enfin vous aviez le sentiment, Muriel, que vous avez jamais eu les moyens de vous défendre. Enfin, mais je crois qu'au fond de moi-même, oui, j'ai pas envie. Pas envie. Ah, je oui. vois toujours le petit qui est frappé. Ah, je comprends. Ouais. Vous avez été témoin et lui oui. dire c'est vrai, mais il est bon, je suis là, il est avec là en ce moment, je sens qu'il est très seul. Oui. Sa seconde femme, il l'a trouvé sur le journal, le fameux journal où tout le monde trouve le chasseur français. Oui, oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, donc, il le a fait la des chasse petites annonces parce qu'il était trop timide pour autre chose. Il est très timide et il s'est marié au bout de 3 mois. Bon, il s'est acheté une femme, quoi. Voilà. Moi, c'est pas méchant ce que je dis, c'est ce que je ressens. Et bon, cette dame, au bout de 10 ans, elle en a marre de lui. Parce que c'est quelqu'un qui demande beaucoup, qui est toujours... il faut l'admirer comme sa mère l'admirait, voilà, comme maman l'admirait. Vous voulez dire c'est encore un enfant, finalement? Ah oui, c'est encore un petit garçon. C'est un 77 ans d'immature, oui. Ouais. Et totalement, et puis il ne sait même pas, il va chez le coiffeur, il va laisser sa clé chez lui, mais il se retrouve dans des situations ubuesques. Vraiment, mais il trouve aussi autour de lui des femmes et des adultes qui ne l'aident pas à grandir. Non, mais parce que finalement, vous dites, oui, j'accepte beaucoup de choses de lui parce que je vois toujours le petit garçon, au lieu finalement de voir la partie homme, c'est-à-dire celle qui doit, voilà, ouais. Et alors ce n'est pas, ça ne l'invite pas à grandir, ça l'invite même à rester dans cette posture de petit garçon, puisque finalement, il serait un jour complètement seul, il vient me voir, mais c'est certain ça. Ouais. Comme il sait qu'il est accepté. Et malgré tout, je n'en veux plus. Vous lui en voulez plus. Très loin, dans les humiliations, il a été très loin. Et donc aujourd'hui, vous continuez quand même à avoir un lien avec lui C'est-à-dire, il m'appelle, moi automatiquement on m'appelle, hop, je décroche. C'est automatique, je regarde même pas quelquefois. Mais comme j'attends toujours, et oui, j'en parlais justement à Quentin, j'ai aussi l'indifférence de mes enfants. Parce que bon, j'ai élevé mes enfants, il me semble, assez, d'une façon libérée, assez parce que moi, étant donné que j'ai 72 ans, j'ai été élevée très très durement. Pas le droit de parler à table, pas le droit de s'extasier sur quoi que ce soit, il fallait fermer tous ces sentiments. Et donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, moi, j'ai envie de parler à mes enfants. Et je les ai élevés d'une façon libre. Je veux pas dire qu'ils n'avaient pas ils avaient ils n'avaient pas, il y avait comment je veux dire, j'ai mis des limites pour tout. Oui. Mais je les ai laissés libres. Oui, donc un cadre. Et maintenant, j'ai quelqu'un qui est raciste, c'est ma fille, et quelqu'un qui est grand bourgeois, c'est mon fils. Et ça m'agace. Oui. Oui, c'est ça aussi que finalement, peut-être qu'on n'arrive pas à avoir de vraies relations sincères, parce que je suis quelqu'un d'assez franc, d'assez sincère. C'est pour ça que tous les tartuffes que l'on voit en ce moment autour de nous, dans la vie et puis en politique, partout, dans le monde, m'agacent énormément. Je suis vraiment en ce moment en colère, dans une grosse colère contre tout. Voilà. Mais tout. Par exemple, j'ai une femme de ménage, elle se permet de me faire des réflexions. Je ne veux pas dire que je l'emploie. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses qui existaient avant. Avant, il y avait des situations très... Oui, mais Muriel, on dirait que vous avez laissé trop filer le respect de vous et que finalement, aujourd'hui, vous êtes un peu en colère excédée, avec un sentiment... Mais contre tout, les politiques, mais avec un sentiment d'irrespect, de quelque chose qui... Oui, et pas seulement pour moi, c'est aussi pour les autres. J'ai mon frère qui m'a appelé, j'habite une ville où nous vivons en très bonne entente. Pas formidable, il y a toujours des imbéciles dans le coin, partout. Bon, nous avons des Marocains en face, Rachida, elle est adorable. Bon, je ne vais pas dire que je la déteste
puisque je la trouve sympa. Ensuite, nous avons des Portugais, mais nous vivons en très bonne intelligence. C'est pas chez nous, à Armentières, j'ose le dire, une ville relativement pas riche du tout, qui est pas toujours très jolie, mais il y a une très belle entente, si vous voulez. J'ai mon petit voisin, le fils de Rachida, qui va me laver ma voiture. Bah écoutez, dans les grandes villes bourgeoises, ça n'existe pas. Oui. Et enfin, je comprends mal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis agacée de ce racisme. D'accord, oui. Ce racisme. Mais écoutez, moi j'ai mon médecin qui m'a dit, j'ai un infirmier adorable. Il est métis, il est pas vilain du tout. Enfin bon. Ouais. Et puis je lui dis, j'ai un infirmier, il est sympa. Je lui dis le nom. Il me répond, mais froidement, c'est un métis. J'ai eu l'impression que j'avais une claque, comme si moi c'est ça, le racisme, c'est comme si je recevais une paire de claques. En fait, Muriel, vous êtes en train de me dire, j'aimerais bien, à l'âge que j'ai aujourd'hui, être dans un monde un peu plus en paix, avec des gens qui s'aiment un peu mieux, plus gentils, oui, avec des gens. Oui. Vous êtes fatigué de ce genre de combat que vous trouvez stérile. Dans notre ville, moi je le souhaite à toutes les villes, parce que j'ai mon petit voisin là c'est un jeune couple. Bon, j'arrive, c'est pas parce que c'est moi. Peut-être que je suis un peu, comme j'ai dit, j'ai connu par votre intermédiaire une dame qui s'appelle Claudette, qui est certainement à l'écoute. À la libre antenne, oui. D'accord, c'est sympa. Et je lui ai dit, vous savez, je suis un peu théâtrale par moments. C'est vrai que j'ai des accents alors que, c'est vrai que quand je vois les gens, c'est magnifique. Vous savez, je suis très comme une pied noir, quoi. Je suis pas du tout pied noir. Je suis nordiste, mais. Mais vous aimez la chaleur du sud, c'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire, je vais recevoir un cadeau, ce qui est très drôle. Ma fille me le dit, je vais recevoir un cadeau qui me plaît pas du tout. Bon, je ne sais pas. Je dis merci, mais il n'y a pas moyen de faire des semblants, comme disent les enfants. Oui, puis il y a une chose aussi, c'est que je suis désolée de voir des familles déchirées par le racisme. Ma fille qui me dit, le voile, c'est terrible. Mais non, il faut pas s'arrêter à, c'est pas des détails, c'est pas du tout, c'est pas un détail du tout, mais c'est une façon de vivre. Et alors, en fait, Muriel, ce qui m'intrigue... Oui. Ma femme de ménage qui m'énerve parce que elle me dit que mon ménage, moi, je le fais mal alors que les rôles sont inversés. Vous savez, je suis en pétard, si je puis dire, contre tout, là, en ce moment. Oui. Alors, quand on est en pétard, comme vous dites, Muriel, c'est qu'en fait, on a besoin de poser des actions qu'on trouve juste pour soi. J'ai envie de partir, là, de toute façon. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas, ça veut dire quels sont les endroits de votre vie, les relations où vous avez un peu d'action qui va vous faire du bien, que ce soit l'action, ça peut être de dire, pas forcément de faire, ça peut être d'être quelqu'un, quelque chose. En tout cas, partout où vous allez vous donner de l'expression de vous allez être un peu moins en colère parce que vous aurez moins le sentiment de subir quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien. Là, c'est le sentiment d'impuissance qui vous met très en colère. Là, vraiment. Oui. Ben oui, par rapport à ma fille, par exemple, elle me dit, maman, tu me téléphones après 8 heures, ça va. Bon, je peux lui téléphoner X fois. Alors, ce qui m'agace aussi, c'est que je lui dis, c'est pas juste parce que ton répondeur, c'est, mais laissez-moi un message, je vous réponds dès que possible. J'écoute, c'est un mensonge. On laisse pas ça sur son message et on laisse pas les gens pendant des jours sans nouvelles. Alors, ça les fait rire, mais moi, ça me fait pas rire du tout. Je sais pas, je vieillis peut-être mal ou je sais pas, mais oui, où je me sentirais bien, par exemple. Bon, je vais dans un petit magasin pas loin de chez moi et je discute un petit peu à propos de, j'adore les animaux, donc mon mari veut pas de chat, j'adore les chats, mais donc je parle de choses tout à fait légères. C'est ça qui me, vous avez raison, tout à fait raison de me poser cette question parce que c'est exactement ça. C'est vrai que quand je parle de choses légères, parce que je m'emballe pour des sujets, j'ai voulu faire droit à un moment et mon père, évidemment, je voulais être avocate, mon père n'a pas voulu. Mon fils est devenu à ma place, mais bon. Mais c'est vrai que quand j'ai des sujets, je les tiens comme si j'allais... votre vie en dépendait, carrément. Ma vie en dépendait. Oui, c'est ça, comme si votre vie en dépendait. Oui, mais c'est trop, je suis trop, voilà. En fait, Muriel, c'est à la fois, vous êtes pas trop, vous êtes tout ça, c'est important. Oui, mais faites-en quelque chose. C'est qu'est-ce que je peux faire de ça?
Oui, Parce voilà, que si tout à je fait. suis ça et que je n'en fais rien, alors c'est trop. Oui, en ce moment, voilà. Le trop, c'est parce que ça a je ne été fais rien. aujourd'hui, Ouais. Alors, quels sont les endroits où je peux soit me faire respecter, soit dire ce que j'ai à dire? Ce que j'ai fait il y a Oui. 12 ans. Oui. Il y a 12 ans, j'avais papa mon père, donc, dont je m'occupais toujours, qui n'avait pas toujours un caractère facile, mais qui était intéressant. Et un jour, j'ai dit, ma mère est décédée, et je l'ai aussi entourée. J'ai dit un jour, ben voilà, j'ai toujours voulu voyager. Je vous laisse tous ensemble. Vous vous débrouillez. Je m'en vais. Et je suis partie en voyage, mais alors il a fallu du courage quand même. Je suis partie en Égypte, voilà. Ouais. Et puis pendant à peu près 10 ans, je partais janvier, mois de mai, tout le temps, jusqu'à maintenant. Évidemment, où mon père est décédé, j'ai fait une super dépression et là j'ai perdu beaucoup. Mais bon, c'était aussi quelqu'un qui m'avait maltraité. Mon père m'avait beaucoup maltraité. Mais malgré tout, je sais pas comment ça se fait. Je lui ai jamais dit pourquoi tu m'as frappé et j'aurais dû lui dire, mais je sais pas pourquoi. Ça c'est un fait parce qu'il y a des moments, je me souviens encore, il m'obligeait à prendre le bain le matin alors que j'étais malade, je tombais dans les pommes littéralement toutes les semaines. C'était affreux. Et est-ce que vous pensez, Muriel, que oui. le fait qu'aujourd'hui vous dites j'aurais dû lui dire... c'est la première fois que je le dis comme ça. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que du coup, toute la colère qui remonte, c'est tout ce que j'ai pas pu faire, y compris et surtout ce que j'ai pas pu lui dire. Et du coup, je suis en colère contre tout et tout le monde m'agace. Oui. Si vous alliez symboliquement lui écrire, écrivez-le un petit mot à votre papa. Et, mais il est décédé. Hein. Oui, j'ai bien compris. Oui, écrivez-lui un petit mot et allez le porter, éventuellement le brûler sur sa tombe ou vers un objet qui lui a appartenu. Posez un acte symbolique tout à fait, qui soit un acte pour vous, pour vous délivrer. Oui. Qui soit quelque chose qui va vous permettre de vous délivrer et qui va délivrer cette colère en vous. Donc posez un acte symbolique envers lui, ça me semble important. Mais il est arrivé une chose et ma fille me l'a fait. J'avais mes enfants, mes deux petites filles. Enfin, je discute beaucoup au sujet de ma fille, mais vous savez, je la vois quand même tous les 15 jours. Mais ce qui m'agace un peu, c'est qu'elle ouvre son grand livre et elle regarde son grand cahier où elle note tout. Ben voilà, telle date. Muriel, Muriel, tout ce qui vous agace, posez-le et prenez le temps de le poser, d'accord? Un petit carnet, des petits mots, d'accord? Oui, bon courage à vous, Muriel. Faites quelque chose de votre colère. Elle mérite d'être entendue. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage. Car parler de vos soucis permet de vous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 73921 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site europe1.fr. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez également dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. Et puis cette semaine, c'est le SIDAction. Faites un don au 110 ou sur le site sidaction.org. Et puis n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez en parler, si vous avez des proches ou êtes vous-même atteint de la maladie. 39-21, la nuit se poursuit avec au standard Quentin et Corentin et Nicolas à la réalisation. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Ruth. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, bon, je suis un peu... Bon, vous allez peut-être m'aider là. Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Ça tombe bien. Alors, moi je veux vous parler de ma difficulté
à être seule maintenant que je suis en retraite. Ouais. Alors que c'était un luxe pour moi d'être libre pendant mon activité professionnelle. Oui. Depuis que je suis à la retraite, je trouve ça très difficile. Et oui, il y a tout à organiser dans ces journées. Oui. Et oui. Alors, il y a moins de j'ai contraste. Une vie très active. Oui. Je ne suis pas isolée. Oui. Mais il y a, voilà, le fait d'avoir quitté le monde du travail me laisse un petit peu, comment dire, j'arrive pas à faire le deuil complet. Oui. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Quand vous dites j'ai une vie très active et en même temps je me sens un peu dépossédée. La canalisation que m'apportait le travail. Oui. C'est-à-dire en fait finalement mettre votre énergie au même endroit, dans un même lieu, aux mêmes heures. C'est ça le cadre? C'est le cadre contenant? Oui, c'est un petit peu le cadre parce que le contenant je l'ai. Oui. Oui, le cadre, et je trouve ça très difficile de se mettre des barrières maintenant que je suis seule. Alors, est-ce que c'est des barrières ou une discipline? Parce que pas des barrières, c'est peut-être une discipline, c'est ça. Oui. Oui. Oui, ça manque un peu. Enfin, ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à... C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui vous attend à telle heure et des choses à faire à telle heure ou un cadre à respecter. Et ça vous désorganise, c'est ça, vous voulez dire? On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Oui. J'ai des activités régulières à certaines, donc je sais que je les ai, mais comme je n'ai pas envie d'être dans une rigueur, parce que je me dis que la retraite n'est pas faite pour avoir une rigueur qu'on a eue toute sa vie professionnelle. Donc du coup, l'équilibre est difficile à trouver. Ah oui, c'est une histoire d'équilibre. C'est d'un côté, je veux pas, mais j'en ai quand même besoin. C'est à cet endroit-là, il y a un équilibre difficile. Je sais pas s'il y a comment les autres le ressentent, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose de. Mais ça se traduit comment? C'est-à-dire dans vos journées, à quoi finalement? Qu'est-ce qui vous fait? Vous voyez, c'est une conclusion que vous tirez, enfin une observation que vous faites. Cette observation se fonde sur quoi? De ce qui est vécu dans votre vie? Je me dis que. Déjà, je fais beaucoup moins de choses que quand je travaillais. Oui. En loisirs, je parle. Parce que quand je travaillais, j'avais des loisirs qui étaient pratiquement organisés par rapport à mon travail. Oui, tout s'organisait autour. Voilà, je savais que je travaillais tel jour, je finissais à telle heure, hop, je bloquais, je partais en vacances tout de suite après. Enfin bon, tout était cadré. Mais depuis qu'il n'y a plus ce cadre, donc je me laisse un petit peu. Et du coup, vous arrivez à décider moins de choses pour vous, d'une certaine manière. Tout à fait. Mais en même temps, je me fais plaisir aussi. Alors, je suis partagée entre le fait de me dire, c'est normal, la retraite, c'est fait pour ça, c'est faux. Mais du coup, je me dis, mince... vous vous trouvez moins performante, en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ouais. Quelque part, oui. Et ça me... Et je me dis que... Vous vous décevez, presque. Oui. Non, je peux pas dire ça. Non, je dirais pas ça, parce que je fais beaucoup de choses intéressantes et voilà, non, je dirais pas ça, mais je me dis que est-ce qu'il n'y a pas un rythme quand même à garder quand on est retraité? Sinon, est-ce qu'on va pas aller en diminuant? C'est la peur. Oui, voilà, ça y est, on y est. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui me... C'est si je lâche, c'est dans tout système qui nous permette de nous contrôler ou d'avoir un sentiment de maîtrise dans la vie. Dès qu'on commence à lâcher un peu de ça, on se dit, et si
ça partait à volo. Qu'est-ce qui se passe finalement si je contrôle moins, si je cadre moins, et si je ne savais plus jamais garder une rigueur ou une discipline? Et c'est finalement cette peur-là qui vous fait observer ça ou ressentir ça. C'est la peur de dire, mais alors, et si après, un jour, je me lève pas, je reste dans mon lit, je fais rien, et qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ça? Je dirais pas complètement. Oui. Enfin, je crois pas que je le dirais de la même façon. Oui, dites-moi. Oui. Moi, je me dis que le fait que nous ne soyons plus dans un système, parce qu'on a beau avoir des amis, des relations, faire des choses intéressantes, si on restreint et qu'on va de moins en moins, je pense que quelque part, la vie va en se rétrécissant, comme si la vie se rétrécit. Non, la vie, de toute façon, on va vers, on va à son terme, tous vers le même endroit. Au même endroit, exactement. Mais je pense que l'intérêt, c'est d'y aller le mieux possible. Oui. Voilà, est-ce que nos facultés ne diminuent pas plus rapidement si on s'arrête de faire si on en fait de moins en moins? Et vous avez ce sentiment où vous trouvez d'en faire de moins en moins? Parce qu'il y a quelque chose à écouter chez vous, c'est-à-dire que à chaque période de la vie, à chaque âge de la vie, correspondent des besoins dictés par notre nature, notre condition physique, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pourquoi... Oui, j'ai la chance d'avoir une assez bonne condition physique. Tant mieux, oui, tant mieux. Mais à ce moment-là... Je suis assez tonique, d'accord. Je fais beaucoup de sport. Super. Et donc, c'est à quel service? C'est-à-dire, en fait, je mets cette condition-là dans quel objectif et à quel service? Peut-être que... Ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite, Ruth? 3 ans. 3 ans. Donc, vous vivez une transformation, un changement majeur dans votre vie. Ah, tout à fait. Et c'est le temps de retrouver des marques, comme tout changement, qui sont des changements très importants, qui sont c'est des mutations. Des mutations, exactement. Le mot est très très juste. Et donc mutation, c'est le temps. Et elle prend violent. du temps. C'est violent. Oui, vous trouvez ça violent parce que vous vous sentez dépossédé. Vous vous sentez dans la perte, dans la peur et dans la perte. Pas encore dans la perte, mais dans au la contraire, peur. à la limite, je trouve que j'ai meilleures conditions que quand j'ai travaillé. Bah oui, parce que moins fatiguée, forcément, aussi. Moins fatiguée, je fais des choses qui m'intéressent, donc c'est pas mal. Mais dans la peur, peut-être quelque part, parce que je vois autour de moi, il y a quand même peut-être pas des catastrophes, mais bon, je vois beaucoup de difficultés autour de moi. Oui, alors justement, il y a un auditeur qui demande, est-ce que ce serait une forme de culpabilisation parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez? Est-ce qu'il y aurait une culpabilité par rapport à ça, demande un auditeur? Non. Pas du tout. Non, parce que c'est plus une crainte. J'ai plus la chance d'avoir à peu près fait d'avoir un peu géré ma vie comme avec les contraintes du travail évidemment, mais d'avoir fait des choses que j'avais envie de vivre. D'accord. Mais qu'est-ce que vous imaginez quand vous faites ce constat-là et que vous dites il y a quelque chose qui ne va pas ou qui m'inquiète, est-ce que vous imaginez une situation qui serait plus idéale? Et si oui, à quoi ressemblerait cette situation? Qu'est-ce que vous imaginez si c'était mieux que ce que vous vivez aujourd'hui, ou quelque chose ne vous va pas? Qu'est-ce que ce serait? Moi, j'arrive pas à me dire pourquoi est-ce que le fait d'arrêter de travailler, de plus travailler, me fasse sentir Est-ce que le fait d'être seule maintenant, alors que c'est quelque chose que je vivais très bien,
en étant en activité. Je ne sais pas si les couples le vivent mieux. Ah, vous voulez dire que vous avez le sentiment que ça vous renvoie à votre solitude? Oui. Tout à fait. Oui, moi je me demande si c'est ça qui fait que... Parce que vous retrouviez tous les jours des collègues de travail et vous saviez que vous alliez les retrouver. Oui. Mais même retraitée, je vois du monde tous les jours. Oui, mais c'est pas les mêmes gens, donc c'est pas des compagnons, c'est des gens différents. Des amis ou des associations. Oui. Je sais pas. Justement, j'ai pas voulu rentrer dans une association. J'ai pas voulu de contraintes. Mais alors, comme dit un auditeur, est-ce que c'est pas le sentiment de creux du fait de n'être que dans le loisir et non dans le constructif, une impression de plus servir à quelque chose, de plus être utile? Ça, je pense qu'il y a du vrai. Il y a du vrai. Oui. Il y a beaucoup de vrai. Oui. Parce qu'en plus, j'ai été infirmière, donc j'étais dans le don perpétuel et je voulais pas justement. Dans l'impact aussi, dans le fait que vous aviez un impact. Infirmière, un impact, c'est-à-dire que vous soignez les gens, votre... Oui, mais justement, je me suis dit qu'à la retraite, je voulais plus, je voulais que... je voulais que ça change. Et finalement, ça change. De fait, ça change. Mais je sais pas. Mais ça, vous êtes un peu perdu. Alors, peut-être... Alors, je vais juste vous éclairer en remontant très très loin en arrière. Dans l'Antiquité, les Grecs, en fait, distinguaient négocium, c'est-à-dire le business, le monde du travail, des affaires, et le loisir, et parlaient du loisir comme l'endroit où justement on se construit. Parce que qu'est-ce que c'était que le loisir? Le loisir n'était pas la distraction. Chez les Grecs, nous, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, on fait un raccourci en disant que le loisir, c'est quand on ne fait rien quasiment. Or, c'était le loisir dans la Grèce antique, c'était un temps très précieux, qui est un temps de construction de son humanité, dédié effectivement à la conversation qui était un loisir pris très au sérieux. C'était de se cultiver, c'était d'aller à l'agora, c'était de s'informer. Enfin, c'était toutes ces choses. Ça pouvait être aussi une pratique éventuellement artistique ou un faire quelque chose. Mais en tout cas, c'était pas le loisir sous forme de distraction comme on l'entend dans la société d'aujourd'hui, parce que se distraire, c'est se fuir, c'est chercher une autre fuite de soi. Alors que là, dans cette idée de loisir, si on reprend l'Antiquité, la sagesse des Antiques, c'était là où l'être humain se construisait le plus profondément. Et c'est peut-être ça et d'ailleurs, et quand on avance dans l'âge, où on arrive quand même un peu dans les profondeurs de l'être, c'est peut-être ça que vous avez besoin de rencontrer. C'est-à-dire de rentrer dans un niveau ou un espace un peu plus profond de votre être et dans cette construction essentielle de l'âme. Parce que là, il s'agit de l'âme, à cet endroit-là dont je vous parle. Et c'est pas de la distraction. Et peut-être que là, vous faites... Je pense que... Oui. Oui, dites-moi. Votre définition me convient. Je crois que c'est un peu ce que je pratique. Voilà. Et donc, vous êtes très active de fait. Et donc, dans le loisir au plus beau sens du terme, au sens de la Grèce antique. Et que peut-être après, alors on est toujours dans une vie très tributaire de nos croyances et des croyances renvoyées par la société. Et donc, ça peut être comme aujourd'hui, être au chômage, être retraité, enfin tout ce qui est sans emploi, donc on va dire non utile, comme si tout d'un coup c'était plus un permis d'exister. Alors qu'on est au sens du verbe être. Je crois que le problème il est là parce que surtout par mon métier, par le métier que j'ai eu, j'ai été souvent dans le don et dans le... et maintenant, être pour moi, c'est... c'est compliqué. C'est compliqué.
c'est compliqué. Alors, c'est pas être que pour vous, c'est être pour vous dans l'être de relation. C'est-à-dire que plus votre être se déploie, plus il est en contact avec les autres, de façon globale. Oui. Mm-hmm. Oui, ça vous parle, ça? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de soi pour soi. Quand je vous parle, voilà, de votre être, c'est votre rayonnement. Je parle de votre lumière et de votre rayonnement. Alors oui, on n'est plus dans le faire, ni dans l'avoir, mais être dans l'être, c'est comme un autre espace. C'est comme si vous passiez d'un espace à l'autre, d'une pièce à l'autre. Tout à fait, oui, ça me parle. Et donc c'est une mutation, vous avez employé le bon terme, mais comme toute mutation, c'est pas confortable parce qu'on n'a pas de repère. Et donc peut-être que votre ambivalence ou votre inconfort, votre questionnement, c'est mais je suis sur quel rivage aujourd'hui? Oui. Et alors, comment je trouve, je nage de quel côté là? C'est pas nager d'un côté, c'est j'allais dire dans la présence, dans le moment présent, c'est être dans cet espace. Le ici et maintenant, je pratique beaucoup. Ouais. Je pratique beaucoup le ici et maintenant. J'apprécie. Oui. Et qu'est-ce qui se déploie? Il y a quelque chose à déployer. Il y a quelque chose là qui cherche à se déployer. C'est-à-dire à toute l'expérience vécue dans votre vie de travail, de tout ce que vous avez finalement, parce que dans le travail, on met en œuvre beaucoup de choses de soi, beaucoup de parties de notre être qui nous sont chères se déploient au travail, et notamment dans le métier que vous aviez. Et ça existe toujours, c'est toujours très présent. C'est simplement sous une autre forme que ça va exister. Et c'est là où on revient à cet aspect de mutation. C'est que tout ce qu'il y a en vous, alors justement j'aime bien la métaphore du printemps là qui arrive, c'est que ça va germer sous une autre forme. Alors oui, c'est inconfortable parce que vous demandez à quoi ça va ressembler. Pas éclore. Oui, mais peut-être que vous êtes un peu pressé et que vous êtes un peu impatiente et peut-être aussi que vous avez une idée peut-être un peu trop précise. Précise, imprécise à la fois, c'est le paradoxe ça devrait ressembler à quelque chose que j'imagine, mais qu'en même temps je ne sais pas imaginer. Mais c'est pas à ça que je m'attendais. En fait, vous attendiez à rien. Hein, c'est cet inconnu qui vous disperse un peu finalement. Non, mais je pense, moi je me dis que quand dans le monde du travail, quand je dis je suis à la retraite, les gens, quelle chance, on a l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire quand on est retraité. Bon, c'est vrai que c'est très confortable, j'ai la chance de vivre une retraite quand même assez sympa. Mais je trouve que c'est pas quand même quelque chose de facile à Alors, est-ce que c'est une histoire de place? Quelle place vous vous sentez occupée? Parce que c'est la place qui change aussi à la retraite. L'identité même de l'individu. Hein. Ah, c'est tout à fait. Vous êtes retraité. Voilà. On est retraité. Ouais. Voilà. Et alors, tout à fait. Quand vous dites j'ai pas voulu être dans une association, j'entends ça. Ma question est simplement à quel endroit de votre vie vous pouvez retrouver quelque chose qui vous était cher au travail, c'est-à-dire ce sentiment de participer à quelque chose de plus grand que vous. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous manque, que c'est un peu étroit aujourd'hui. Ça vous paraît un peu étroit tout ça. C'est sympa, mais c'est un peu étroit. C'est rétréci. Ouais. Disons que pour l'instant, j'ai misé que sur. Je fais partie d'une association, mais qui est une association de loisirs aussi. Parce que comme j'ai été longtemps dans la maladie, dans la souffrance, dans le truc, j'avais envie de couper complètement. Ouais. Voilà, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que... Oui, peut-être que... peut-être que j'ai besoin encore de me sentir utile quelque part. Oui, alors,
exactement. Et c'est le quelque part qui compte là, dans ce que vous dites, c'est et ça c'est le temps de la mutation. C'est quel est mon besoin aujourd'hui? Où est-ce que j'ai envie de me trouver? Quelle place j'ai envie de prendre? Une place, ça se choisit. Et donc, à quoi ça pourrait ressembler? Et j'ai pas encore la réponse. Beaucoup de choses m'intéressent et j'observe ou je prends des renseignements, mais je sais que j'ai quelque chose, voilà, à exprimer. C'est dans l'expression. Vous savez, à la retraite, on arrive vraiment à un âge de... Et la vie d'un être humain est assez bien faite. À l'âge de la transmission, c'est l'âge du partage, de la transmission, du passage de témoins, de tout ce qui nous est cher. Et donc, elle est importante, cette place-là. Et elle a été un peu réduite parce que les familles, maintenant, sont moins élargies. Il n'y a plus de tribus, il n'y a plus les ancêtres qui sont là. Mais vous arrivez dans... Alors, pardonnez-moi, j'allais dire dans ce statut bientôt d'ancêtre, en tout cas de quelqu'un qui détient une forme de sagesse, et que vous avez, de façon très naturelle, envie, besoin de transmettre à d'autres. Et donc, ça va se situer où? À quel endroit? Dans quel... Alors voilà, comme vous dites, c'est peut-être pas est-ce que c'est autre chose? Là, je crois comprendre, donc vous n'êtes pas en couple. Je sais pas si vous avez des petits-enfants. Oui, j'ai une petite fille de 1 an. C'est pas très loin, que je vois un peu de temps en temps. Non, je suis pas en couple. Ouais. J'ai essayé, mais c'était un peu compliqué. Ouais. C'était un peu compliqué. J'ai pas trouvé des gens qui avaient envie de vivre forcément les mêmes choses que moi. Donc voilà. Ça a été un petit peu déception. Ouais. Donc voilà. Donc peut-être que ça contribue aussi. Oui, il y a un désœuvrement affectif à cet endroit-là aussi. Il y a du désœuvrement, on sent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre. Vous manquez d'œuvre. Vous étiez dans un métier d'ouvrage. Quand je dis d'ouvrage au plus beau sens du terme, au sens épique. Et donc il y a quelque chose au sens de l'œuvre pour vous à trouver avec du temps. Il y a un auditeur qui dit après des années de travail, nous sommes déboussolés, puis on s'habitue, on s'organise en surmontant ce que l'on appelle solitude. Vous avez vu et soigné tellement de personnes différentes que cela ne m'étonne pas que vous vous sentiez peut-être un peu inutile, dit un auditeur. Oui. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est mérité. Oui, exactement. Il faut que j'apprenne à faire sans, parce que je pourrais continuer à faire. Il y a plein d'endroits où je pourrais continuer à faire. Mais je me dis que c'est pas normal que je sois tenue de continuer. Non, bien sûr, mais c'est un autre. À un certain moment, il faut qu'on fasse autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est ça. Ce que dit aussi un autre message d'auditeur, c'est normal cet état. Une des premières questions que l'on vous pose lors d'une rencontre, c'est quel est votre métier? Lors de la retraite, le mot retraite est associé à ne rien faire, alors que justement, on a le temps de faire, écrit entre guillemets, tant de choses. Mais c'est ce faire qui demande à être un petit peu déployé, un petit peu travaillé, un petit peu interrogé, voilà, et c'est ce temps-là, et peut-être qu'il y a eu au départ là vous dites 3 ans, au départ il y a cette nouveauté, ce nouveau rythme, et puis là vous arrivez dans cette 3e année où vous prenez conscience qu'il y a sans doute autre chose pour vous d'important que vous n'entrevoyez pas encore. Peut-être d'ailleurs que vous pourriez, alors que ce soit à la mairie ou je sais pas, de la même façon que pour les actifs, il y a des sortes de bilans de compétences, etc. Des associations ou des aides, un peu de coaching pour vous aider dans un questionnement autour de vos valeurs qui comptent pour vous. Prenez allez en librairie, il y a plein d'ouvrages aujourd'hui de développement personnel avec des questions fort utiles qui vont vous aider à poser les choses et à trier, à discerner. C'est quoi pour moi aujourd'hui mon besoin? Qu'est-ce qui est important? À mettre des mots. Là, vous élevez à faire un peu ce travail sur vous. Qui va vous aider, parce qu'il y a un questionnement, et quand un questionnement se lève, on peut pas tellement faire comme s'il n'était pas là, sinon on est un peu en mal-être,
Et donc, voilà, il y a ce côté pas très agréable, même si, bon, la vie, ça va. Ouais. Oui, je trouve que l'équilibre est difficile à trouver. Bien sûr, c'est un nouvel équilibre, ouais. Les choses à faire, je pourrais en trouver, mais j'ai une part de moi qui me dit, mais pourquoi serait-on obligé de continuer à faire toujours des choses Et oui. Voilà. Et ça, c'est l'image que la société vous renvoie. Donc il y a un peu une révolte, oui, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est coincé entre la croyance, le qui je devrais être et qui je suis vraiment. Et il est temps, Ruth, de réconcilier ces parties de vous, parce que pendant très longtemps on court après qui on devrait être, et puis un jour il y a mais qui je suis vraiment. Et vous êtes à cet endroit-là. Et peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher. Après tout, pourquoi je devrais être celle-là ? Et si j'étais celle que j'ai juste envie d'être? Mais celle-là, vous la connaissez pas encore complètement. Et il est là, on retrouve cette notion de loisir très très sérieuse chez les Grecs dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, vous avez un questionnement très intéressant qui s'ouvre pour vous à ce niveau-là, de savoir, j'ai peut-être pas... je sais que j'étais celle que je devais être jusqu'à présent avec mon statut. Et là, maintenant, j'ai l'autorisation d'être. C'est une autorisation drôlement importante et en même temps très difficile, exigeante et presque angoissante quelquefois. Qu'est-ce que je fais de ça ? C'était votre question d'ailleurs. Et maintenant, je fais comment ? Je nage comment ? Et là, il n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a une petite voix à l'intérieur qui guide. Et un petit questionnement à entendre, un petit cahier à entretenir avec soi-même. Il est déjà en route. Formidable. Oui, j'ai déjà bien réfléchi dessus. Enfin bon, j'ai déjà un peu travaillé sur ce. D'accord, donc vous êtes en chemin. Oui, je me suis déjà penchée sur plein de choses. Donc peut-être de lâcher celle que vous devriez être, Ruth. Voilà, il y a des autorisations là. Un équilibre, voilà. Il y a des petites autorisations qui manquent. Je crois que vous pouvez maintenant. Vous autorisez. Merci de me donner. Ah oui, exactement, je suis là pour ça. Je distribue des autorisations dans cette émission. Merci. Je vous embrasse, Ruth, et bonne route à vous. Au revoir. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir Sophie, merci de me prendre à l'antenne. Est-ce que vous savez, parce que Quentin ne savait pas de quoi il s'agissait quand je lui ai dit je voudrais parler de l'endométriose. Oui, je sais de quoi il s'agit. Vous voyez de quoi il s'agit. Oui, mais c'est bien qu'on en parle pour les auditeurs. J'en ai souffert, voilà. Oui. Aujourd'hui, il y a eu une marche à Paris à laquelle je n'ai pas participé puisque je suis en province. Mais depuis quelques mois, voire un an, j'ai remarqué que j'ai entendu que certaines personnalités, artistes dans le milieu du spectacle, journalistique ou autre, enfin avaient le courage de parler de cette maladie qui malheureusement est restée longtemps tabou. C'est vrai. Oui, une femme sur 10. J'en ai souffert. Alors vous aviez quel âge? Moi, j'ai 68 ans. Oui, mais vous avez été diagnostiquée à quel âge? Alors, moi, la puberté m'est tombée dessus, j'avais 11 ans. Ouais. Vous voyez un peu. Et j'ai été diagnostiquée après un transfert à l'hôpital où j'étais en pleine hémorragie. J'avais 34 ans ou quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte ? Pour les auditeurs, juste préciser que l'endométriose, ce sont des violentes douleurs pelviennes avec des règles abondantes, qui peuvent entraîner d'ailleurs une infertilité, donc c'est très grave, avec énormément de symptômes qui sont associés. Et c'est vrai que c'est une maladie gynécologique souvent sous-estimée en fait, et diagnostiquée assez tard dans l'âge des jeunes filles. Et donc c'est l'endomètre, le tissu utérin qui colonise d'autres organes à proximité ou à distance de l'utérus. Voilà. Et alors... c'est effrayant parce que quand ça vous tombe si tôt, 11 ans déjà, c'est des règles précoces. En plus, à cette époque-là, évidemment, on n'allait pas consulter un gynéco. Non, c'est vrai. Et puis on ne savait pas sur le diagnostic, c'est vrai. Ouais. Un calvaire, donc le bon médecin de quartier, j'étais pliée en 4, moi, dans mon lit, 8 jours par mois.
l'école, handicap. Je pouvais plus rien faire, j'étais des douleurs épouvantables, des coups de poignard dans le ventre, dans les reins. On a l'impression qu'on va mourir. Alors le traitement c'est prenez de l'aspirine et puis mettez à ma mère, on disait mettez-la qu'elle reste au lit avec une bouillotte bien chaude sur le ventre. C'est vrai. Et voilà. Et j'ai la pilule, évidemment, je n'y avais pas accès, c'était pas en vente, de toute façon, à cette époque-là. Bon, ça m'a handicapée dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, c'était l'épée de Damoclès. Ensuite, le parcours du combattant, le jour où j'ai été diagnostiquée, donc je me vidais carrément, donc là, ça a été l'hôpital, et là, un jeune interne a dit, on va faire une celluloscopie, après m'avoir évidemment posé les questions d'usage. Est-ce que vous avez tenté de trafiquer l'avortement? Est-ce que vous avez pris des drogues? Vous étiez toute jeune en plus. Le questionnaire total, et j'ai dit non, moi j'ai rien fait. Mais oui, c'était très angoissant. Il a dit celluloscopie, il est revenu en disant endométriose, et on ne savait pas ce que c'était. Mais pendant des années, le problème qu'il y a, c'est qu'on souffre. Alors on se dit, on vous annonce les premières règles. Moi on m'a dit voilà, maintenant t'es une femme. Et le fait d'être une femme, alors ça voulait dire que 8 jours par mois, j'allais souffrir toute ma vie comme ça, et j'allais être. C'était affreux d'envisager ça. Ouais. Et en fait, après, je suis tombée, donc très longtemps après, je suis arrivée chez un gynécologue qui m'a prise en charge. On a galéré ensemble et je lui dois une fière chandelle parce que, d'abord, il m'a opéré, il m'a fait ce qu'on appelle un nettoyage de kystes, d'un tas de choses. Il a enlevé tout ce qui pouvait, améliorer un petit peu. Parce que moi, je disais qu'une chose, je disais, enlevez-moi tout l'appareil. Hein, là, je n'en peux plus, je ne peux plus vivre comme ça. Parce que même en étant sous hormones, le traitement me lâchait n'importe où, n'importe quand. J'avais l'épée de Damoclès au-dessus de la tête sans arrêt. Et j'ai dit, je ne peux plus vivre comme ça, c'est impossible. Et évidemment, dans un milieu masculin, déjà, les femmes, les copines à qui vous dites, je peux pas venir, je peux pas sortir, je souffre, je tombais dans les pommes, c'est à tomber dans les pommes, des vomissements, enfin, il y a des trucs, c'est effrayant. Oui, surtout que, en fait, ça rencontre une croyance malheureusement un peu trop ancrée qui considère que les douleurs liées aux menstruations féminines sont normales. Or, une femme qui souffre tous les mois sans pouvoir se lever de son lit, ça n'a rien de normal. C'est normal, c'est normal. Ouais. Oh, elle est douillette. Oh, pour être vulgaire, évidemment, les hommes, après, dans un milieu masculin, un peu plus... Oh, elle a ses ragnagnas, elle en fait toute une histoire. Alors, c'est d'autant plus complexe que les symptômes sont assez différents. Vous dit, mais c'est dans la tête, c'est dans la tête. Faites-vous soigner, allez consulter, parce que c'est dans la tête. Il n'y a pas de raison d'avoir des règles pareilles. Il faut arranger des trucs dans votre tête et vous vous dites, je suis folle. Voilà. Alors, comment vous avez été traitée, vous, Béatrice? Alors, moi, j'ai été traitée dans un premier temps, ça a duré longtemps, pour trouver un équilibre. Parce que j'ai dit, enlevez-moi tout le bazar. Parce que ils font une hystérectomie. Non, vous êtes trop jeune, je ne ferai pas ça. Non, mais donc, avec une pilule. Nous allons essayer de trouver une combinaison d'hormones. C'est ça. Et ça a duré très longtemps. J'ai pris des hormones, j'étais bouffie, j'étais mal dans ma peau, oh là là. Et puis, le traitement me lâchait. Au bout, ça tenait 2 mois, 3 mois. Alors, le gynéco me disait, on va essayer telle combinaison d'hormones. Ensuite, si ça tient comme ça, je vous laisse en continu, c'est-à-dire en ménopause artificielle, chimique. Et si ça, on va voir si ça tient, on restera comme ça. Malheureusement, il a fallu en essayer plusieurs parce que d'un coup,
je voyageais, j'étais au bout de la France dans un hôtel et des douleurs qui me prenaient. Et puis d'un coup, voilà, je commençais à perdre du sang. Alors j'appelais parce qu'il était gentil, il me prenait au téléphone et je disais au secours, qu'est-ce que je fais? Ça se déclenche. Ah, ben il me dit le traitement a lâché. Alors écoutez, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on va changer. Et ça a duré des années. On s'est accroché pendant plusieurs années, autant lui que moi. Et finalement, on a trouvé une combinaison d'hormones. De temps en temps, on a tenté une fenêtre thérapeutique, comme il me disait, pour voir où ça en était. Et chaque fois, ça partait en vrille. Et voilà. Et donc, je suis restée en ménopause artificielle jusqu'à la ménopause, normale. Et alors, tous les 6 mois, contrôle de l'endomètre, échographie, vérifier si la paroi de l'endomètre était toujours, n'allait pas essaimer partout. Mais c'est terrible. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai appris qu'il y avait cette association-là, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle Endo France, j'en ai eu connaissance là depuis quelque temps, puisque Laetitia Milo, l'actrice, la comédienne, est devenue la marraine, quand elle a dit, elle a révélé qu'elle souffrait de l'endométriose. Et ça m'a quand même un petit peu soulagée parce que je ne suis plus concernée encore, que je suis sous contrôle tous les 6 mois quand même. Alors même les copines à qui je disais, elles me disaient mais pourquoi tu vas tous les 6 mois voir ton gynéco? Eh ben je disais parce que je suis suivie, parce que j'ai une endométriose. Mais c'est quoi une endométriose? Et on a beau expliquer, mais les gens ne comprennent pas. Mais c'est dingue. Est-ce que vous avez eu, Béatrice, un soutien ou un suivi psychologique aussi qui aujourd'hui est recommandé d'ailleurs par l'association? Mais à force, ça m'a pourri, vous vous rendez compte? Je dis mon adolescence, mais à 11 ans, à l'époque, on n'était pas encore adolescent. C'est pour ça que je vous demandais si vous avez... Ça m'a pourri mon enfance, mon adolescence, toute ma jeunesse. Et j'allais en colonie de vacances à 12 ans avec un mot de ma maman. Ma fille a des règles très douloureuses. J'allais en colonie de vacances au bord de la mer et je restais à l'infirmerie pendant 8 jours. Et avec des cachetons et plein la tête et plié en 4. Ah non, c'est affreux. Alors maintenant, voilà ce que je dis, c'est que quand même, ce n'est pas normal d'avoir des règles qui durent 8 jours et qui sont douloureuses au point de tomber dans les pommes. Voilà, parce que moi, ça m'est arrivé de tomber évanouie, de m'évanouir tellement. C'est pas normal et il faut absolument que les jeunes filles et les jeunes femmes à qui ça arrive, si le médecin dit écoutez, c'est votre condition féminine, vous avez des règles douloureuses et c'est comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Il faut investiguer, il faut chercher, il faut passer des examens. Voilà ce que je voulais dire. Et ça, il y a plein d'associations maintenant. Malheureusement qu'à l'époque, évidemment, je n'ai pas connu, ça n'existait pas. Donc on traînait son fardeau et en plus on se sentait pas coupable, mais on se disait un peu quand même, on a un problème, quoi. On a un problème, on n'est pas comme les autres et on peut pas en parler. On ne peut pas en parler parce que c'est très intime et que on a l'impression de c'est sale, quoi. Voilà, ça c'est toujours la même histoire. Et alors justement, quand on vous entend parler comme ça, beaucoup, Béatrice, et c'est vrai que vous avez bien fait de citer l'association Endo France. Aujourd'hui, maintenant, effectivement, que cette maladie est un peu mieux maîtrisée et qu'il y a un réflexe aujourd'hui sur les très jeunes filles quand elles souffrent comme ça normalement, qu'elles ont des règles très douloureuses. Est-ce que vous avez pensé, en parler ou vous investir auprès de l'association pour justement comme un travail de résilience, parce qu'on sait aujourd'hui aussi que le suivi psychologique en gynécologie est très important. Et là, vous me dites, non, moi finalement, je suis jamais allée en parler, quoi. Si, j'en ai parlé quand même. Oui, j'en ai parlé. Bon, enfin, après, ça s'est stabilisé. Bon, le jour où le traitement
a fonctionné et que je n'avais plus de règles, je n'avais plus de douleurs. Et vous avez eu une vie de couple dans votre vie ou certaines ont des enfants? Couple, oui, tout à fait. Et des enfants? Non, je n'ai pas eu d'enfants parce que là j'ai été tellement non, moi le statut de femme dans une souffrance pareille, ça m'a complètement perturbée. Ben oui, c'est pour ça que le soutien psychologique est très important. Vous avez raison. Le statut de femme. J'avais envie d'avoir un enfant parce que là, franchement, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Je peux pas. Puis après, je vais pas parler. J'ai eu une enfance pas terrible non plus, donc j'avais pas envie de reproduire certaines choses de mon enfance. Et je l'ai vécu. Et puis finalement, maintenant, là, ça m'est remonté. Voilà pourquoi j'appelle, parce qu'en fait, il y a eu cette marche, et depuis quelque temps, depuis 1 an, j'ai eu connaissance de ces associations, de ces gens qui commençaient à parler, et je me suis dit, alors là, ça m'intéresse, et justement, je vais m'investir, et je suis au fait, voilà. Là, j'ai reçu toutes les infos de la marche, comment ça s'était passé, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, mais en même temps, ça m'a fait remonter toute cette souffrance de ma jeunesse. Quoi. Merci Béatrice d'avoir appelé ce soir pour nous sensibiliser, ça fait partie aussi de votre investissement. Il est 1h et il est temps de se quitter et d'aller se coucher. Vous écoutez bien sûr Europe 1, si vous voulez poursuivre la nuit avec nous, c'est Europe 1 Music Club avec Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. Nous on se retrouve demain 23h et d'ici là on sera passé à l'heure d'été.